condition de s'adapter. Alors, donc, merci aux sponsors, merci surtout aux organisateurs, à tous ceux qui travaillent, les bénévoles. Merci à Goussaï et son équipe. Là, cette année, on est moins nombreux que l'année dernière. Et donc, effectivement, il y a tout ce débat sur est-ce que l'Agile, c'est en train de décliner. Je pense que l'Agile a 25 ans. Et peut-être que l'Agile est enfin a eu le baccalauréat, fait l'école, et finalement, elle vient dans le monde du travail vivre sa vie active. Et peut-être que l'agilité, finalement, est une réussite. Et que les transformations qu'on a menées pendant des années, finalement, aujourd'hui, on a beaucoup d'agilité dans les entreprises, des équipes, des trains. Et finalement, peut-être que c'est le marché de l'agilité pour les consultants ou autres qui est peut-être un peu en déclin. Mais finalement, l'agilité, elle est en train de vivre sa vie heureuse, quoi, tranquille, hein, dans les entreprises. Alors, il y a quand même un truc qui arrive là, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est une vraie révolution, c'est pas une simple nouvelle technologie qui arrive. Ça va être un vrai test pour justement les entreprises aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont suffisamment agiles, est-ce qu'elles sont suffisamment en ligne pour maîtriser et gérer cet impact qui est monumental. C'est pas une nouvelle technologie comme les autres, c'est une nouvelle couche d'un point de vue systémique, c'est un nouveau niveau logique qui vient s'implémenter au-dessus. On a eu d'abord l'ordinateur, ensuite on a eu Internet, et maintenant on a l'IA, une couche supplémentaire. Et ça veut dire que ça redistribue toutes les cartes à tous les niveaux de l'entreprise et pour tous les métiers. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Alors, l'IA, ça peut nous aider à mieux lutter contre les pandémies. Elle peut nous aider aussi à mieux détecter les cancers. C'est quand même un outil extraordinaire. Elle peut aussi avoir des usages bien plus légers, comme des filtres pour des applications. Et puis voir des usages malveillants. Je ne sais pas si vous vous souvenez des arnaques à la Brad Pitt. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Voilà, plus ou moins. Et donc l'IA n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Je pense que c'est important quand même de le dire. C'est pas l'IA qu'on va venir critiquer. Mais par contre, on peut en faire des usages plus ou moins utiles. Et ça, c'est quand même important. Déjà, on est dans une logique de priorisation avant de se dire, attends, qu'est-ce qu'on fait avec cet outil? Alors, une discussion sur Yaman Mehta qui vont laisser allumer une ampoule LED pendant 17 heures. Alors, est-ce qu'on laisse allumer une ampoule pendant 17 heures? Non. Il y a une vraie consommation énergétique et électrique à l'usage de l'IA. Et l'IA générative connaît une vitesse d'adoption qui est à l'image de sa facilité d'utilisation. Donc ça, c'est un paramètre qui est complètement nouveau. On n'a jamais eu un taux comme ça d'adoption qui a été aussi violent, aussi rapide. Plus 750 millions d'utilisateurs en 3 ans. C'est phénoménal. Et pourquoi? Parce que c'est un outil qui est simple à utiliser. Mais c'est pas un outil qui est simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a la consommation mondiale des serveurs imputables à l'IA prévue en 2030, 800 TWh. Alors, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire 800 TWh. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, la production annuelle d'électricité en France en 2024, c'est 539 TWh. Donc, ça pose quand même une question assez impressionnante. C'est-à-dire que là, vous avez la courbe donc, de l'augmentation de la consommation. On va être face à des concurrences d'usage. Qu'est-ce que c'est une concurrence d'usage? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix à qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité qu'on produit. Et pas simplement l'électricité, mais l'eau aussi, dont on a besoin pour refroidir les centres de données. Donc, exemple, en Irlande, ils ont dû abandonner des projets immobiliers à cause de la consommation d'électricité des data centers. Donc, vous voyez la petite courbe qui monte là en vert, c'est toute l'électricité, la demande en électricité des data centers à Dublin. En plus, c'est très localisé sur des villes. Il y en a 4 en Europe, Dublin, Paris, Londres et Amsterdam, je crois, mais je peux me tromper sur le dernier. Donc, est-ce qu'on préfère avoir une relation virtuelle avec un algorithme ou bien se nourrir? Voilà, il y en a un qu'on peut pas éviter. Et donc, il sera nécessaire tôt ou tard de prioriser. C'est pas... alors, évidemment, dans les entreprises, ça va être, je pense, un peu pas forcément... ça va pas venir de soi naturellement, mais d'un point de vue, que ce soit des contraintes légales ou autres, à un moment donné, il sera nécessaire tôt ou tard de prioriser. Et tous les usages et toutes les pratiques ne se valent pas. Et donc, on a le fameux même, est-ce qu'on part sur l'IA frugale, magnifique, ou est-ce qu'on fait tout en intelligence artificielle dans l'entreprise, on automatise tout, et puis on vire tout le monde, etc. Bon, c'est pas si simple que ça, évidemment. C'est un petit peu binaire, ça, comme réflexion. Alors, je me suis posé un peu la question, c'est quoi l'IA frugale?
Et donc l'IA frugale, donc il y a un rapport de l'AFNOR qui est très bien fait. Alors je l'ai lu, parce que je fais pas tout avec ChatGPT. Et en fait, il y a une définition qui est intéressante, c'est la différence entre l'efficience et la frugalité. Et donc, dans l'efficience, c'est le besoin qui prime, optimisation d'une solution jugée celle répondant le mieux aux besoins. Mais dans la frugalité, on est sur la contrainte sur les ressources prime. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas du tout, on n'optimise pas du tout les mêmes indicateurs, on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Et donc, la frugalité, c'est pas un simple pivot ou des bonnes pratiques, mais un changement de vision fondamental au niveau stratégique. Donc je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt dans toutes les entreprises du CAC 40. Est-ce que tous les actionnaires vont être prêts à se dire que l'objectif, c'est de limiter l'impact environnemental? Je ne pense pas. Donc la plupart des entreprises continueront de viser la performance économique. C'est aussi normal, hein. On est payé aussi par les entreprises. On est là pour offrir des services. Enfin, c'est une entreprise, c'est pas fait pour sauver le monde, c'est fait aussi pour rendre des services et ça a un coût. Et on peut quand même chercher à optimiser les ressources et appliquer de bonnes pratiques frugales. Donc, je vous les présente, ces bonnes pratiques. Alors, tout ça, c'est dans le rapport de l'AFNOR, si vous voulez regarder. Mais je les ai classés, évidemment, en tant que coach agile, en regardant ceux qui apportent le plus de gains par rapport au minimum d'efforts. Vous savez qu'on est un peu feignant dans l'agilité. Et donc, utiliser des méthodes d'analyse de besoins. Donc ça, c'est du bon sens. En fait, c'est essayer de réfléchir, se poser les bonnes questions avant de lancer un projet d'intelligence artificielle. Est-ce que pour répondre aux besoins, il n'y a pas des outils plus simples, avec simplement des statistiques? Est-ce qu'il n'y a pas des outils ou autre chose que de l'IA? Privilégier des modèles plus frugaux. On se rend compte qu'on peut répondre aux problématiques sans forcément sortir la grosse artillerie. Optimiser l'usage de l'équipement existant, prévoir la fin de vie du projet IA, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque tout ça? Ça m'évoque le lean management, les 7 gaspillages du lean, parce que finalement, c'est une chasse au gaspillage appliquée à l'IA, en fait, la frugalité. Et donc, on a, par exemple, éviter la surproduction, c'est faire du fine-tuning d'un modèle préentraîné, arrêter tôt un projet voué à l'échec, privilégier des modèles plus frugaux, limiter le stock, donc sélection des data en fonction du problème. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que j'ai vu des cas comme ça dans les entreprises que j'ai accompagnées. C'est pas sorti du chapeau. Moi j'ai eu des cas comme ça où des directeurs de programme décidaient de collecter toute la data existante dans une usine ou dans un entrepôt avant de pouvoir commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc cette approche en fait qui n'est pas agile, c'est quelque chose qu'on retrouve encore pas mal dans les entreprises. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de l'IA, en fait, il y a aussi des vieux réflexes qui ressurgissent. Le fait aussi que ce soit un petit peu à la mode, qu'il puisse y avoir beaucoup de budget sur ces sujets-là, on perd parfois des bons réflexes d'agilité et de ligne. Donc l'analyse du besoin, éviter les gestes inutiles, clarification fine du besoin métier. Donc tout ce travail en amont qui consiste à bien comprendre le problème, et à travailler avec les métiers. Il y a énormément de problématiques sur le vocabulaire, le fait de bien s'entendre. C'est extrêmement important dans les projets data science. Et donc, étudier des solutions sans IA, ça paraît peut-être évident ce que je vous dis, mais c'est pas toujours des réflexes qu'on a dans les entreprises. Donc, le Toyota Production System, c'est un cadre pour la conservation des ressources en éliminant les gaspillages. Et donc, on retrouve cette logique, en fait, de comment on fait en respectant les ressources et avec des ressources limitées. Donc tout ça, l'histoire, le Japon, etc., après la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc les modèles les plus puissants ne sont pas toujours les plus intelligents, et ça c'est chaque GPT qui le dit. Donc voilà, vous pouvez le croire sur parole. Donc première conclusion, donc l'IA a un impact environnemental tel qu'on ne pourra pas tout faire. Le virage vers l'IA frugale est radical et stratégique, c'est une décision vraiment qui doit venir d'en haut. Les entreprises qui ne vont pas jusque-là peuvent déjà faire mieux, et l'approche Lean va dans le bon sens. On reste quand même sur une conclusion assez nuancée. Deuxième sujet, Gen AI is everywhere except in company P&L. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous voyez ça chez vous aussi, mais tout le monde parle d'IA, on investit massivement dans l'IA, 92% des entreprises
Donc ça, c'est le McKinsey qui nous fait cet audit, enfin ce questionnaire. Tout le monde investit dedans dans les 3 ans à venir, donc sur la GNIA, et dans la rentabilité des projets, on a 1% qui tiennent la route. Alors j'ai demandé quand même à ChatGPT de me faire une petite synthèse. Et qu'est-ce qui ressort en fait? Que ce soit les chiffres de Reodata, donc échec de 70 à 85% des projets IA, BCG 4% génèrent une valeur significative, Tech Republic 20% de succès max, et 74% de programmes échouent. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec Gartner qui nous parlait de 85% des projets data science qui sont en échec. Alors tous ces chiffres, c'est pas les mêmes, il faudrait déjà philosopher sur qu'est-ce que ça veut dire un échec. Mais quelque part, il y a une notion derrière qui est simple, hein, c'est est-ce qu'il y a un ROI? Est-ce que l'argent qu'on investit dans l'IA dans les entreprises, est-ce qu'il nous rapporte quelque chose ou pas? Donc ce sont des efforts qui tombent à l'eau, et ça c'est assez généralisé dans énormément d'entreprises. Alors si on creuse un petit peu, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Alors je pense qu'il y a plein de raisons et plein d'explications possibles, mais je vous liste quelques risques liés à l'IA. C'est pas exhaustif. Donc là, évidemment, j'en ai mis beaucoup sur le slide, c'est pour montrer qu'il y en a beaucoup. C'est une technique de communication qui vaut ce qu'elle vaut, mais résistance au changement, évidemment, biais dans les données, modèle peu robuste, difficulté d'interprétation, opacité de l'IA, biais implicite, simplifié, perte de confiance des équipes, violation de propriété intellectuelle, délai rallongé, surpromesse de l'IA. Bon, on en a énormément. On a énormément de risques avec l'IA de se planter. Et ben nous, dans l'agilité, on a la culture du Lean Startup, et la stratégie en Lean Startup, elle consiste à lever rapidement les incertitudes les plus critiques. C'est un vieux principe qu'on applique et qu'on pousse dans les entreprises, faire du MVP, de ce genre de choses. Et donc, il faut favoriser le fail fast pour éviter de dépenser des ressources et de l'énergie pour rien. Alors, le fail fast, c'est pas quelque chose qui est forcément dans la culture des entreprises. Parce que déjà, on se bat pour avoir du budget. Une fois qu'on a le budget, on fait tout pour y arriver. Et puis, si vous dites au contrôleur de gestion, on a dépensé de l'argent, mais c'est bon, on a réussi à échouer rapidement. C'est pas toujours évident dans la culture des entreprises. Donc, il y a un vrai travail de coaching là pour le coup sur ces aspects-là. Donc, on peut utiliser des POC ou des maquettes pour lever certains risques. Alors, le POC, je pense que dans la salle, vous avez dû avoir des expériences un peu douloureuses avec les POC sur l'IA. Qu'est-ce que j'entends par POC dans cette présentation? Parce que parfois, on peut avoir des définitions différentes et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Mais tel que je l'entends, c'est un outil qui nous permet de lever des risques, qui est faisable en quelques jours, quelques heures. Le prototype, il sert à simuler le système, on le fait en plusieurs semaines, le MVP. C'est une première version utilisable. Donc, sur le POC, donc qui peut nous aider à lever certains risques techniques, certains risques, ou la maquette qui peut nous aider à lever certains risques au niveau de l'activation du produit, donc l'usage du produit par les métiers. Un POC n'a pas vocation à aller en production, il est jetable. Et donc, il n'a pas besoin d'atteindre les performances cibles. Donc ça, c'est aussi quelque chose on a tendance à faire des POC qui sont extrêmement prometteurs parce que l'IA, c'est tellement extraordinaire. En quelques clics, en quelques jours, on arrive à faire des choses qui donnent des résultats qui sont tout près de nous apporter la solution qu'on veut. Mais derrière, le problème, c'est que développer un outil data science en production, dans l'infrastructure cible, en temps réel, par rapport à des datas qui évoluent, c'est pas la même limonade. Et ça peut être plus compliqué. Donc on se retrouve un petit peu avec des POC expérimentales qui deviennent des POC vivants, et ça ressemble un petit peu à un monstre de Frankenstein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours extraordinaire. Et donc on a cette logique du POC encourageant, c'est magnifique en surface, et en fait derrière, c'est plus compliqué. Ça peut coûter très cher, et la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on dit stop. Et ça, c'est des problématiques qui sont un petit peu nouvelles avec les projets data science et IA. Donc un calcul de ROI classique dans une entreprise, on est sur la valeur produite, sur un coût investi. Donc c'est jamais évident d'anticiper à l'avance. On sait tous que c'est compliqué. C'est aussi pour ça qu'on fait des cycles courts. Mais avec l'IA, on va avoir on va rajouter des difficultés sur la valeur, on va rajouter des difficultés sur le coût.
Donc, les résistances au changement, une promesse de l'IA qui peut être exagérée, donc on va avoir tendance à surestimer la valeur qu'on va avoir. Est-ce qu'on mesure les bonnes métriques? Il y a des risques de dérive parce que les modèles ils peuvent se dégrader. Vous avez des coûts de maintenance qui peuvent être non négligeables. Et sur les coûts investis, la maintenance continue, c'était dans le dénominateur. Les compétences rares et chères, une conformité réglementation, des infrastructures coûteuses, et la mise à l'échelle, c'est pas des coûts qui sont linéaires. Voilà, donc tout ça nous fait, en fait, commencer à se dire que le ROI n'est pas si simple à calculer sur des projets de data science. Donc les entreprises estiment souvent mal les coûts liés aux licences, aux infrastructures, à la dette technique, à la maintenance et à la sécurité des projets IA sur leur durée de vie totale. Donc, bon, là, ça peut être... Je vais quand même vous donner quelques facteurs clés de réussite. C'est volume et qualité des données, donc avoir suffisamment de données, suffisamment de profondeur, des données de qualité, un lien direct avec des leviers business clés, donc des use cases qui sont liés à des KPI qui sont vraiment clés pour l'entreprise, pas des petites choses à droite à gauche. L'automatisation, économie d'échelle possible, donc on est sur des tâches répétitives, des process volumineux, maturité organisationnelle et adoption, une vraie culture data, cette logique de pluridisciplinarité parce qu'on va travailler avec différents métiers, on va essayer. Alors par contre, l'IA est extraordinaire, on casser des silos. Nous, en tant que coach agile, on voit aussi le potentiel extraordinaire de l'IA si on veut faire en sorte qu'il y ait des décisions qui soient prises avec des datas qui nous viennent du commerce, des achats, du juridique, etc. Donc capacité à passer du pilote à la production, MLOps monitoring, donc il faut qu'on sans arrêt suivre que votre modèle il dérive pas. Approche incrémentale et lean, des projets courts. Alors des projets courts, c'est aussi quand vous mettez de l'agentique par exemple dans votre entreprise, délimiter un périmètre qui soit quand même suffisamment petit, suffisamment resserré de manière à limiter les risques finalement par rapport à cette approche. La gouvernance agile et budget en capacitaire. Donc là, on retrouve cette idée que finalement, avec le budget capacitaire, on va pouvoir beaucoup plus facilement décider de travailler sur tel sujet ou sur tel autre sujet. Alors, je sais que le capacitaire, c'est pas encore partout dans les grandes entreprises, mais il y a des techniques pour peut-être réussir à négocier ça, à discuter ça, et en fonction du contexte, réussir à avoir peut-être une enveloppe sur une période de temps donnée. Donc, l'agilité, le fait d'être suffisamment mature pour une entreprise et avoir déjà de l'agilité à l'échelle, c'est un avantage énorme avec l'arrivée de l'IA. Donc la gestion active des risques, donc gouvernance agile et budget capacitaire, gestion active des risques, gouvernance des risques, gestion des biais, etc. Donc la gestion des risques, c'est pas simplement dans le codir, tiens, on a mis les 3 risques orange là qu'il faut qu'on lève. C'est que ça doit être une attention extrêmement importante au quotidien pour les équipes et pour les managers. Donc, je vous montre alors, il y a plusieurs méthodes de gestion de projet en data science. Alors, il y a aussi Scrum for Data Science qui est sorti récemment et finalement qui remet aussi Scrum est remis en question avec l'arrivée de la data science parce que quand on fait un projet data science, on peut avoir des difficultés à estimer finalement la complexité de ce qu'on doit faire pour atteindre de la valeur. Donc, il y a pas mal de questionnements par rapport à ça. Donc, les méthodes de gestion de projet, elles sont relativement similaires concernant les étapes à mener. On définit le problème, on va travailler sur la data, on va imaginer un modèle et un MVP, on le déploie et on fait de la data science. Toutes ces méthodes préconisent de rester agile et de revenir librement sur une étape précédente. Donc, c'est pas parce qu'on fait l'IA qu'on doit oublier les bons réflexes de l'agilité. Et évidemment, un cycle ne suffit pas, on doit réitérer. Donc, je vous montre autre chose. Dans les étapes, en fait, on retrouve en haut les grandes étapes de fabrication d'un projet data science. Le travail sur la data, le modèle, l'activation, le monitoring, l'infra. Donc, l'activation, il faut voir ça comme c'est entre les mains des utilisateurs et c'est utilisé de manière hyper fluide par eux et facile. Et on a bien réfléchi à ça avant de lancer le projet. Parce que parfois, vous allez avoir des cas où on se rend compte que la réponse n'arrive pas au bon moment ou pas sous le bon format. Enfin, il peut y avoir des choses qui peuvent être vraiment problématiques et qu'on ne décèle pas avant. Alors, pourquoi je vous montre ça? Ça peut vous paraître évident vu comme ça, mais il y a énormément d'entreprises qui travaillent d'abord sur cette verticale
sur la data à fond et sur le modèle avant de commencer à travailler sur le reste. Et ça, c'est aussi une difficulté, c'est aussi un risque, c'est aussi un problème. On veut lever les risques plutôt dans le projet en allant regarder vraiment toutes les différentes étapes jusqu'au monitoring de l'infrastructure. Donc réfléchir très vite aux performances cibles, c'est extrêmement important. Donc, autre astuce, autre technique qu'on peut avoir en tête, on peut aussi se dire qu'un projet A, pour un projet A, vous avez un niveau de risque qui est plus ou moins grand en fonction des dimensions du produit, donc sur la data, la performance du modèle, etc. Et d'un projet à l'autre, vous n'allez pas forcément avoir, vous voyez, les mêmes risques, le même niveau de risque en fonction des sujets qu'il y a à traiter. Et donc, une technique qui peut être utilisée, c'est finalement de prioriser les expérimentations à faire dans votre backlog en fonction du niveau de risque. Ça veut dire qu'on change complètement là de mindset. On n'est plus dans une logique même incrémentale où on va fabriquer petit à petit un produit. On est en train de faire des mathématiques pour démontrer qu'un théorème est faux. Et donc, on va chercher le premier contre-exemple le moins coûteux pour prouver que c'est faux. Donc, c'est un changement complet de mindset. Alors, je vous montre aussi par rapport au type d'objet qu'on a en entreprise. Donc, en entreprise, vous avez des épiques ou des initiatives de plus haut niveau, des features, des MMF. Alors, sur la définition de MMF, ça dépend des contextes, mais je le vois comme une feature minimale. Les user stories. Donc, ça, classiquement, on a une valeur identifiée, un délai qui est basé sur une estimation. C'est des choses qu'on arrive plus ou moins à gérer. Donc ça, on est capable de faire un ratio, valeur sur complexité. On est capable de faire du WSJF. On est capable d'avoir en idée en tête d'un ROI. Sur l'enabler, on n'a pas de valeur en soi. Donc l'enabler, on est capable de le prioriser parce que derrière, on sait qu'on va avoir des features qu'on va pouvoir mettre en place grâce à cet enabler. Donc sur l'enabler, on va comparer des scénarios sur du long terme. On est obligé de dire, je compare enabler plus mes features contre plusieurs features ou d'autres enablers. Donc voilà une technique de priorisation avec les enablers. Le POC Maquette Spike, on se dit, on bloque du temps, c'est time-boxé, pour faire une expérimentation, on va avoir un apprentissage. Donc ça veut dire qu'on prend la bande passante de l'équipe pour faire une expérimentation pour apprendre. Avec les initiatives IA, ce sont des paris, en fait. C'est des paris. Ça veut dire que la valeur, il y a de la valeur si le pari est réussi. Et l'estimation donc on est sur un calcul d'estimation d'espérance de gain. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité qu'on gagne, une probabilité qu'on gagne rien avec l'initiative. Et le délai, il peut être complètement non maîtrisé, parce qu'on peut chercher le modèle qui atteint l'acuité qui est l'objectif pour le métier. Et on n'y arrive pas, et on réessaye. Et on va devoir comparer des espérances de gain et utiliser des outils d'arrêt optimal. C'est-à-dire que finalement, la question qu'on va se poser avec les initiatives IA, c'est jusqu'à quand est-il juste d'investir sur l'initiative IA. Et donc, il y a des réponses mathématiques à ça, qui sont des courbes en fait, qui nous permettent de dire à partir d'un certain nombre d'itérations, ça vaut pas le coup d'investir plus de temps. Et donc ça va dépendre évidemment de la valeur maximale qui a gagné, et ça va dépendre effectivement de la probabilité qu'on a à chaque itération de trouver une solution qui convienne. Donc, qu'est-ce qu'on retient par rapport à ça? Donc, comparaison d'espérance de gain qui évolue dans le temps entre des initiatives IA. Comment allouer les investissements et quand arrêter? Donc, il y a quelques bonnes pratiques. Privilégier les initiatives avec des gains vraiment importants en cas de réussite. C'est ce qu'on a vu dans les bonnes pratiques tout à l'heure. Estimer les chances de réussite de chaque nouvelle itération. On va souvent se poser la question. Savoir arrêter tout en cas d'échec répété. Donc, les premières itérations ont plus de valeur que les suivantes. Et faire les mathématiques, ou de maths. Donc, intégrer les mathématiques à la gouvernance et à la priorisation. Et donc, quelque part, le droit d'arrêter une initiative est détenu par un rôle ayant des compétences suffisantes en mathématiques. C'est-à-dire que l'arrivée de la data science nous amène aussi à avoir des réflexions beaucoup plus mathématiques au niveau de la gouvernance. Et ça, pourquoi je rajoute ça? Parce que ce que j'ai vécu, moi, ce que j'ai pu voir chez un client,
c'est qu'on avait des projets sur lesquels, finalement, sur le terrain, les data scientists disaient, mais on n'a pas la profondeur de données par rapport au problème métier, c'est compliqué, on essaie, mais on sent qu'on va pas y arriver, mais on n'a pas de preuves qu'on va pas y arriver, mais on le sent pas. Et c'est compliqué, parce que en haut, d'un point de vue métier, qui eux ont le pouvoir et décisionnel, ils disent on continue. On a réussi à avoir du budget là-dessus, on y va à fond. Donc, ça demande finalement, ne serait-ce que sur la gestion de projet, là je n'ai parlé que de gestion de projet, la révolution IA sur la simple question de la gestion de projet des investissements va challenger toutes les strates de l'entreprise. Donc c'est que déjà au niveau stratégique, on va se poser des questions sur la vision, sur la frugalité, où est-ce qu'on fait du full IA, le pilotage des risques, au niveau tactique, donc là je parle des PM, des directeurs IT, le calcul du ROI, la valeur, la priorisation, la gouvernance, comment on fait évoluer tout ça. C'est des questions qu'on pose. Je dis pas qu'il faut tout révolutionner, mais on peut quand même se poser des questions. Et au niveau des équipes, c'est quoi la gestion de projet? Comment on gère un projet en fait? Et priorisation, collaboration avec les agents IA. Évidemment, quand on travaille avec des agents IA, voilà. Alors on gagne en productivité, c'est extraordinaire ce qu'on peut avoir grâce aux agents IA. Mais comment on collabore, comment évoluent les métiers, etc. Il y a des changements, il y a des impacts à toutes les strates de l'entreprise. Donc, quelques défis des entreprises avec l'IA at scale et l'agentique, parce que aujourd'hui la question c'est l'IA at scale et l'agentique. On a fait des POC un peu partout, ok, mais là comment on passe à l'échelle? Et donc ça pose des questions au niveau refonte des processus, parce que quand on met en place des agents, qu'est-ce qu'on revoit au niveau des workflows? Changement culturel, c'est quand même énorme, parce que là il y a des vrais changements culturels dans la gouvernance, au niveau des équipes, etc. Réorganisation, est-ce qu'on se réorganise en réseau, en structure modulaire? Alors, on va remettre un biais dans une transformation structurelle, sachant à quel point c'est compliqué. Estimation complexe du ROI, c'est une réalité. Changement et évolution des métiers, donc l'accompagnement au changement. On sait aussi que ça, c'est complexe, c'est pas rien. Les changements de gouvernance, puis ça, je vous en ai parlé. Alors, esprit critique automatisable, alors, j'ai pas eu le temps de le développer, mais l'IA, un LM, en fait, il va avoir des difficultés à penser en dehors de son jeu de données. Il y a des données qui lui permettent d'apprendre, il va avoir des difficultés à être créatif et à penser en dehors de ça. Donc, tout cet aspect esprit critique qui est profondément humain et qui est aussi basé sur l'émotion, la qualité d'un raisonnement humain, il est énormément lié à l'émotion. Ça, c'est des choses qui vont être aussi des questions à se poser dans l'entreprise. Et comment est-ce qu'on garde les compétences capables d'avoir un esprit critique sur des outils qui sont très très vite et qui paraissent extrêmement intelligents alors qu'ils sont artificiellement intelligents. Donc l'impact environnemental, j'en ai parlé, ça reste une question. Alors pourquoi est-ce que c'est une question aussi, même si on est purement dans une logique économique, sachez que la motivation des équipes est extrêmement liée aussi au sens qu'ils trouvent dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent et qu'à un moment donné, ça demande énormément d'efforts cognitifs que de travailler pour un employeur, une entreprise sur lequel on ne croit pas aux valeurs, avec qui on n'adhère pas sur la vision. Et donc, ça vous rajoute des coûts, ça rajoute des difficultés sur la qualité des produits, ça a énormément d'impact, même en termes de productivité, sur le fait que les employés soient pas alignés avec la vision de leur entreprise. Donc, éthique, loi et responsabilité sociétale, on peut aussi se poser des questions par rapport à tout ça, mais j'irai pas trop sur ce sujet-là. Donc, tout ça, je dis pas que c'est impossible de faire de l'IA, attention, il y a des bonnes pratiques, c'est possible. Il y a énormément de valeur à tirer de l'IA. Mais il y a des questions qui se posent, et le fait de rester agile et de réfléchir peut-être intelligemment, c'est important. Donc pendant la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui se sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et de pioches. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand même, bon, il y a la hype là sur l'IA, mais qui c'est qui héberge les data? Qui c'est qui là aujourd'hui, je crois, la valorisation boursière d'NVIDIA, c'est 3800 milliards. Ok. Il y a pas mal effectivement de cabinets qui peuvent accompagner et pousser pour des transformations en profondeur. Moi, je pense que ça vaut le coup de réfléchir aussi, réfléchir à tout ça et d'avoir tout ça en tête, même si je pense qu'il y a des opportunités. Donc, la part des coûts des entreprises liées aux personnes diminue par rapport aux coûts technologiques.
Donc ça, c'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années et qui continue. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir que vos coûts en software ont doublé, augmentent énormément, que on a de moins en moins finalement de personnes dans les entreprises. Ça aussi, c'est intéressant d'observer vos coûts du run dans vos entreprises. Maintenance, licence, etc., etc. Quand on creuse un petit peu sur ces aspects-là, on voit que l'optimisation du run, donc ça prend d'autant plus d'importance avec tous ces sujets-là. Et en plus, dans un monde où le coût du développement est bien moins élevé. Vous avez vu la productivité qu'on peut avoir aujourd'hui sur du développement. Donc on peut se reposer des questions sur est-ce qu'on n'a pas intérêt à redévelopper en interne des outils qu'on utilise et qu'on va encore utiliser pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, c'est une vraie question aussi qu'on peut adresser. Est-ce que vous êtes bien assuré de mesurer les impacts des nouvelles décisions sur le run à venir? Est-ce que on ne pourrait pas commencer par finir proprement, des bons vieux réflexes? La gestion des doublons, bien décommissionner en fin de chantier. Alors je sais que c'est évident, mais je crois pas que ce soit le cas partout. Est-ce qu'on décommissionne bien les serveurs, les instances, les ressources par rapport à tout ça? Libérer les ressources techniques à la fin des projets, favoriser les solutions simples ou low run by design, et renégocier les coûts de licence et tracer finement les usages. Alors ça paraît aussi évident, mais vous voyez quand Atlassian décide d'augmenter le coût de la licence Jira et que tout d'un coup, à un moment donné, bon, il faut vraiment apprendre tout ça en considération. Et pour moi, c'est des vrais sujets qui sont adressables et qu'il faut questionner avec l'arrivée de l'IA. Voilà. Donc, takeaway, pour finir, donc j'ai terminé à 14h31, donc c'est pas mal. Donc l'agilité et le lean sont des atouts majeurs pour profiter des bénéfices de l'IA. L'idée, c'est vraiment de se dire, restons agiles et lean, parce que c'est quand même une révolution. On peut en profiter, on doit en profiter, mais il faut le faire intelligemment. Et donc les coachs qui savent s'adapter apporteront une vraie valeur ajoutée. Au-delà de la productivité individuelle, je pense qu'il y a une vraie capacité à questionner à tous les niveaux l'entreprise. Et l'esprit critique, la logique et l'adaptabilité, ce sont les vraies mines d'or. Et voilà, donc je voulais finir là-dessus. Merci.